Une jeune livreuse pauvre se rend dans le manoir d'un homme inconnu, sans imaginer qu'il était un CEO millionnaire. Il tombe follement amoureux d'elle. Camille pédalait fort, la capuche de son imperméable rabattue sur ses cheveux trempés, tandis que la pluie martelait les rues étroites des quartiers populaires de Lyon. Elle avait l'habitude des intempéries, mais ce jour-là, la fatigue s'accrochait à ses jambes comme une seconde peau. 22 ans, livreuse pour une application de repas, elle sillonnait les boulevards pour arrondir les fins de mois et aider sa mère, alitée depuis des mois. Chaque livraison était une bataille contre l'usure, contre l'oubli de ses propres rêves. Elle avait voulu devenir architecte. Elle le voulait toujours, mais la réalité crue et obstinée la maintenait sur sa selle, téléphone fixé au guidon, suivant les indications d'une voix métallique. Ce jour-là, les gouttes de pluie s'écrasaient comme des aiguilles sur ses joues. Les rues luisaient d'un éclat glacial et son sac isotherme semblait peser le double. L'algorithme de l'application n'avait aucune pitié. Elle venait de terminer une commande à Gerland quand une nouvelle alerte retentit. Camille grogna, pressa les freins et consulta l'écran fissuré. Adresse: chemin des Orchidées, dans les hauteurs résidentielles de la ville. Une zone noble, de celle qu'elle ne traversait qu'en rêve ou en livraison. Elle hésita. L'endroit était loin, la route montante, et le ciel s'assombrissait à vue d'œil. Pourtant, son doigt cliqua sur « Accepter » avant même qu'elle ne puisse formuler une excuse. Un mélange étrange de lassitude et de curiosité. Peut-être était-ce le besoin de changer de décor. Peut-être l'intuition, sourde mais insistante, que cette livraison ne serait pas comme les autres. Camille réajusta son sac, enfourcha à nouveau son vélo et s'élança dans la montée. Les quartiers qu'elle connaissait laissaient de place à des portails massifs, des haies taillées avec soin et des murs hauts qui dissimulaient des mondes inconnus. Ses mollets brûlaient, ses doigts s'engourdissaient, mais elle continuait. Au fond, elle aimait cette sensation d'aller quelque part, même sans savoir exactement pourquoi. Le portail noir était immense, orné d'un blason qu'elle ne reconnut pas. Elle dut appeler via l'interphone, préciser son nom, attendre qu'on vérifie la commande. Une voix neutre, presque agacée, lui répondit enfin. Le portail s'ouvrit, lentement, dévoilant une allée pavée bordée de cyprès. Camille s'y engagea, prudente, le cœur battant. Tout semblait trop calme, trop impeccable. Elle descendit de son vélo devant l'entrée principale. Une porte double, sculptée, encadrée de colonnes de pierre. Avant qu'elle n'ait le temps de frapper, un homme en costume noir ouvrit brusquement, la dévisagea avec un air dédaigneux. « C'est pour une livraison ?» fit-il, sans masquer son mépris. Camille hocha la tête, mouillée jusqu'au « remets droite ». Elle tendit le sac avec professionnalisme, prête à repartir. Mais une voix plus grave, plus calme, retentit derrière le majordome. « Laissez, Gérard, je m'en charge. » Un homme s'avança dans le hall. Grand, les tempes légèrement grisonnantes, vêtu simplement, mais avec une élégance qui ne laissait aucun doute. Il portait un pull en cachemire bleu foncé et un regard qui ne s'attendait manifestement pas à la personne qu'il découvrait. Ses yeux se posèrent sur Camille avec une curiosité sincère, presque désarmée. « Vous êtes trempé. Attendez, je vais vous chercher une serviette. »« Ce n'est pas nécessaire, » répondit-elle en reculant d'un pas. « J'ai l'habitude. » Mais il avait déjà disparu dans la maison. Camille, déstabilisée, jeta un regard circulaire à l'intérieur. Marbre, bois sombre, tableaux anciens, une autre planète. Il revint avec une grande serviette blanche qu'il lui tendit sans insister. Elle l'accepta à contre-cœur, incapable de soutenir son regard trop direct. « Vous faites toujours des livraisons par ce temps ?» demanda-t-il avec une chaleur inattendue. « Tous les jours, peu importe le ciel, » dit-elle en haussant les épaules. Les factures ne s'arrêtent pas pour cause de pluie. Il sourit, mais ne répondit rien. Camille sentit qu'elle devait partir. Elle tendit son terminal pour la signature. Il y apposa son nom Étienne Morel d'un geste sûr. « Merci, bonne soirée. » Elle fit demi-tour, franchit la porte à grandes enjambées. Sur le chemin du retour, alors qu'elle remettait son casque, elle sentit son sac plus léger. Trop léger. Elle s'arrêta, vérifia. Un carnet manquait. Son carnet à croquis. Celui où elle dessinait en cachette les maisons qu'elle aimerait construire un jour, trop tard. Il était tombé dans l'entrée, et Camille, dans la précipitation, ne s'en était pas aperçue. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que ce carnet n'allait pas seulement être retrouvé, il allait être ouvert. Et avec lui,
une porte que personne n'avait jamais osé franchir dans la vie d'Étienne Morel. La lumière du hall filtrait à travers les vitraux teintés, projetant sur le sol des reflets colorés que le marbre absorbait sans les renvoyer. Étienne tenait le carnet entre ses mains, immobile. Le papier était encore légèrement humide, les coins repliés, les croquis réalisés au crayon graphite d'un trait sûr mais humble. Des façades, des lignes de fuite, des coupes de bâtiments dessinées à la main. Il n'y avait pas de signature, rien qui revendiquait l'œuvre, mais il n'avait aucun doute. C'était elle. Il ne savait pas son nom, pas encore. Mais il savait ce qu'il avait vu dans ses yeux, cette lumière indomptable, ce mélange de défi et de résignation. Elle lui rappelait quelqu'un qu'il avait été, bien avant que la fortune et les responsabilités n'enfouissent son instinct sous des strates de devoir. Depuis combien de temps n'avait-il pas été sincèrement surpris par un être humain? Depuis combien de temps n'avait-il pas eu envie de comprendre plutôt que de diriger? Camille, de son côté, n'avait pas remarqué la perte de son carnet. Trop concentrée à finir ses dernières livraisons, elle rentra chez elle avec les jambes lourdes et les mains gelées. Le petit appartement qu'elle partageait avec sa mère était modeste, mais chaleureux. Elle réchauffa un bol de soupe, vérifia la médication de sa mère, puis s'installa au bord du lit, veillant sur elle pendant que la pluie tambourinait toujours contre les vitres. Le lendemain matin, Étienne était toujours assis dans son bureau lorsqu'il ouvrit une nouvelle fois le carnet. Page après page, il découvrait non seulement du talent, mais une forme de poésie brute, d'architecture intuitive, sans prétention. Il se demanda ce qu'elle faisait avec ce don. Pourquoi elle n'était pas dans une école, dans un atelier, en train d'apprendre à dompter cette force créative. Il sentit une impatience monter en lui, une forme de colère douce. Combien de jeunes comme elle passaient inaperçus, condamnés à rester dans l'ombre faute de chance, de réseau, d'occasion. Gérard, le majordome, entra sans frapper, comme il le faisait toujours, et déposa un plateau avec un café. « Vous avez besoin de quelque chose d'autre, monsieur Morel. » Étienne referma doucement le carnet. « Oui, je veux retrouver cette livreuse. » Gérard le regarda sans comprendre. « Pardon ? Trouvez-moi son nom. L'application de livraison doit avoir des registres. » Ce n'est pas habituel. Rien ne l'est dans cette maison depuis longtemps. Faites ce que je vous demande, Gérard. Le ton était calme mais ferme, le genre de voix qui ne laissait pas place à la discussion. Pendant ce temps, Camille réalisait enfin que son carnet avait disparu. Elle fouilla son sac, le sol de l'appartement, le panier du vélo. Une angoisse sourde monta en elle. Ce carnet, c'était plus qu'un passe-temps. C'était un journal silencieux, un monde à elle. Et l'idée qu'il ait pu tomber dans un lieu aussi hors de portée que cette demeure luxueuse la fit frissonner. Le soir même, alors qu'elle hésitait à appeler le service client de l'application, une notification apparut sur son écran. Une commande, à l'adresse du chemin des Orchidées. Elle fronça les sourcils. 2 livraisons au même endroit en aussi peu de temps? Un hasard? Elle consulta les détails. Cette fois, le nom du client figurait clairement. Étienne Morel. Et fait encore plus étrange, la commande portait la mention « Livraison uniquement par Camille R ». Son cœur fit un bond. Elle envisagea de refuser, de supprimer même l'application, fuir cette situation bizarre. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être une envie confuse de récupérer son carnet, peut-être autre chose, plus flou, plus instinctif. Elle accepta. Le lendemain, elle gravit à nouveau les hauteurs de Lyon. Il ne pleuvait plus, mais le ciel restait bas, chargé d'un silence opaque. À l'entrée de la demeure, elle fut accueillie par Gérard. Mais cette fois, plus de dédain. Il ouvrit le portail sans un mot, l'invita à avancer et disparut à l'intérieur. Étienne attendait, debout dans le hall, vêtu d'un pull crème et d'un pantalon sombre. Il avait l'air normal, presque trop normal pour l'endroit. « Bonjour, Camille. Je peux vous appeler ainsi ?» Elle acquiesça avec prudence, retenant un froncement de sourcils. Il lui tendit un sac. « Voici votre commande. » Et quelque chose d'autre. Il lui présenta le carnet. Elle le prit, surprise, émue, mais cacha sa réaction derrière un hochement rapide. « Je vous remercie. Vous dessinez très bien. Ce ne sont que des croquis. Des croquis de quelqu'un qui comprend l'espace, la lumière, la matière. » Elle détourna les yeux mal à l'aise. « Je ne suis pas venue pour parler de ça. Je comprends. Mais si jamais vous avez envie d'en parler ou simplement de feuilleter quelques livres rares, j'ai une bibliothèque que vous pourriez aimer. » Elle releva la tête méfiante. « Pourquoi vous intéressez-vous à ça? À moi ?
Il soutint son regard, sans sourire. Parce que j'ai vu quelque chose que beaucoup ignorent. Et parce que, parfois, une simple livraison peut tout changer. Camille ne répondit pas. Elle rangea son carnet dans son sac, tourna les talons et partit sans se retourner. Mais ses pas, cette fois, étaient moins lourds. Et son cœur, malgré elle, battait un peu plus vite. Étienne referma la porte dès que Camille disparut au bout de l'allée. Un silence feutré s'abattit dans le vestibule. Il resta un instant immobile, les mains dans les poches, le regard perdu dans les reflets du marbre. Elle n'était restée que quelques minutes, avait à peine parlé, mais quelque chose en elle l'avait profondément secoué. Une présence brute, sans artifice. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi vivant. Et ça l'intriguait. Le carnet retrouvé avait simplement éveillé une obsession tranquille, presque enfantine, celle de vouloir en savoir plus, de comprendre ce qui se cachait derrière ces croquis d'une précision impressionnante et d'une sensibilité rare. Le lendemain, il annula plusieurs réunions. Son assistante, étonnée, nota l'anomalie dans l'agenda mais n'osa pas questionner. Étienne n'était pas un homme qui aimait expliquer ses décisions. À 35 ans, il avait tout bâti à force de rigueur et de discrétion. Directeur d'un groupe immobilier aux ramifications internationales, il inspirait à la fois crainte et admiration. Peu savaient ce qu'il aimait réellement, ce qui le faisait vibrer. Depuis plusieurs années, même lui ne le savait plus vraiment. Il évoluait dans un monde où tout était calibré, contrôlé, prévu. Les dîners d'affaires, les réunions d'actionnaires, les visites de chantier, chaque moment de sa vie suivait un rythme parfaitement huilé, jusqu'à ce qu'une jeune femme trempée, venue livrer un simple repas, fasse dérailler cette mécanique. Étienne se servit un café dans la cuisine. Il repensa à son propre parcours, à ce qu'il avait sacrifié. Jeune, il avait étudié l'architecture avec une passion féroce, puis avec la mort brutale de son père, il avait été forcé de reprendre l'entreprise familiale. Les rêves de création s'étaient transformés en feuilles Excel, en tableaux de rendement, en projets rentables plutôt qu'inspirants. Il avait perdu le goût. Tout le monde autour de lui semblait plus intéressé par ce qu'il représentait que par ce qu'il était. Mais Camille, elle n'avait rien demandé. Elle était entrée dans sa vie comme on entre dans une pièce, sans savoir ce qu'on y cherche. Et cela suffisait à bousculer l'ordre établi. Il se connecta au système interne de l'entreprise et accéda au rapport des partenariats avec des écoles de design, d'urbanisme, d'architecture. Puis, presque malgré lui, il fit une recherche dans la base de données des livreurs qui avaient accédé à sa résidence. Le nom apparut, Camille Roche, une adresse dans un quartier populaire de la périphérie lyonnaise. Il copia l'information, puis referma brusquement l'ordinateur. Il ne voulait pas se comporter comme un homme de pouvoir qui fouille la vie des autres sans leur consentement. Et pourtant l'envie de la revoir, de lui parler à nouveau, de comprendre pourquoi ses dessins le touchaient autant, était plus forte que la prudence. Il tenta de se distraire. Il sortit marcher dans les jardins de sa propriété, feuilleta un ouvrage sur l'urbanisme des années 50, passa même un coup de téléphone à un ancien camarade d'école. Rien n'y fit. L'image de Camille revenait sans cesse. Non pas son visage, mais ce qu'elle dégageait, cette tension intérieure, cette énergie contenue, cette impression qu'elle luttait pour rester debout, et que c'était justement cette lutte qui la rendait lumineuse. Le surlendemain, il fit une chose qu'il n'avait jamais faite en 8 ans. Il ouvrit l'application de livraison sur son propre téléphone. Il créa un compte sous son vrai nom, mais utilisa un profil client standard. Il chercha des restaurants compatibles dans le quartier, puis lança une commande simple sans y penser. Juste pour voir, juste pour espérer. Lorsque l'alerte confirma que la livraison avait été attribuée à Camille R., il sentit un pincement étrange au fond de la poitrine. Ce n'était pas du soulagement ni de l'excitation. C'était une forme d'anticipation calme, comme si quelque chose d'inévitable venait de se remettre en route. Camille, de son côté, avait passé 2 jours à ruminer. Elle avait récupéré son carnet avec une telle urgence qu'elle n'avait même pas eu le temps de réfléchir à l'échange qu'elle avait eu avec cet homme, Étienne Morel. Elle savait qui il était, du moins de nom. Son visage apparaissait parfois dans les journaux économiques, dans des articles parlant de projets d'envergure à Paris ou Marseille. Elle ne comprenait pas ce qu'un homme comme lui pouvait bien lui vouloir. Il ne semblait pas chercher à la séduire. Il ne l'intimidait pas non plus.
mais il la regardait comme si elle avait quelque chose d'important à lui montrer. Et ça la mettait mal à l'aise. Elle ne voulait pas être un projet, ni une distraction passagère. Quand la nouvelle commande apparut sur son téléphone, avec l'adresse du chemin des Orchidées, elle sentit un vertige. Cette fois, pas d'ambiguïté. C'était lui. Elle faillit refuser, mais au dernier moment, elle accepta. Parce qu'elle avait des questions, et parce qu'elle savait qu'il en avait aussi. Elle pédala jusqu'à la résidence, le cœur plus agité que d'habitude. À son arrivée, elle remarqua que le portail s'ouvrit automatiquement. Pas de majordome cette fois. Étienne l'attendait sur le perron, main dans les poches, le visage serein. « Bonjour Camille. »« Encore vous, dit-elle, sans cacher une pointe d'ironie. C'est mon domicile, après tout. Et vous commandez souvent vous-même, à votre nom. » Il sourit, amusé. « C'est une première. Pour être honnête, j'espérais que ce serait vous. » Elle haussa les sourcils, interloquée. « Pourquoi ?» Il la fixa sans détour. « Parce que je n'arrive pas à me sortir vos dessins de la tête. » Elle ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Elle ne savait pas quoi dire à cela. « Je voulais vous poser une seule question, » reprit-il. « Ce carnet, c'est juste un passe-temps ?» Elle le regarda un moment, puis soupira. « C'est tout ce que je n'ai pas pu faire. » Étienne comprit sans qu'elle n'ait besoin d'ajouter autre chose. Il hocha lentement la tête. « Vous devriez. Vous avez un regard sur l'espace, rare. » Elle récupéra la commande dans son sac, la lui tendit. « Merci pour la commande et pour le carnet. » Elle tourna les talons. Il ne la retint pas, mais il savait qu'il ne s'agissait pas d'un « adieu ». Le ciel de Lyon était d'un gris uniforme ce jour-là, et l'air semblait suspendu entre la pluie et le silence. Camille roulait plus vite que d'habitude, presque en colère contre elle-même. Depuis cette deuxième livraison chez Étienne Morel, elle se sentait piégée dans une sorte de spirale qu'elle n'avait pas voulu. Elle s'efforçait de croire que ce n'était qu'une coïncidence, une simple curiosité passagère de la part d'un homme riche et désœuvré. Pourtant, quelque chose dans son regard, dans la façon dont il parlait de ses croquis, dans sa manière calme et assurée de poser des questions, lui restait en mémoire comme une note de musique qui ne cessait de résonner. Elle n'aimait pas ça. Elle avait appris à se méfier des gens qui s'intéressaient trop vite, trop fort. Mais l'application sonna à nouveau. Une commande. Encore lui. Nom et adresse clairement indiqués. Une fois de plus, il avait exigé qu'elle soit la livreuse. Cette fois, elle hésita plus longtemps. Elle consulta ses gains de la semaine, pensa aux factures, aux médicaments de sa mère, au loyer. Elle soupira longuement puis accepta. Il y avait quelque chose dans cette insistance qui frôlait l'arrogance, mais aussi une forme de persistance qui la désarmait. Elle arriva devant la demeure en fin d'après-midi. Le portail s'ouvrit comme les fois précédentes. Mais cette fois, au lieu d'attendre devant, Étienne se tenait près des marches, vêtu simplement d'un manteau en laine, les mains dans les poches. Il ne souriait pas. Il l'attendait comme quelqu'un attend une réponse. Pas une visite. « Bonjour Camille », dit-il avec douceur. Elle descendit de son vélo, enleva son casque et le fixa un instant sans bouger. « Vous comptez faire ça souvent ? Utilisez l'application pour m'attirer ici. » Il secoua lentement la tête. « Ce n'est pas ce que je veux faire, ce n'est pas un piège. » « Alors c'est quoi ? Un prétexte pour vous parler. Vous n'avez pas laissé beaucoup d'ouverture l'autre fois. » Elle lui tendit la commande sans ménagement. « Vous croyez que parce que vous vivez ici, vous pouvez forcer les gens à vous écouter ?» Il resta calme. Son regard ne vacilla pas. « Ce n'est pas une question de force. C'est une question de choix. Vous avez le droit de refuser. Mais je voulais vous dire quelque chose. Et ensuite, si vous voulez partir, je ne chercherai plus à vous revoir. » Elle croisa les bras. « Je vous écoute. Vous avez un talent. Et je ne dis pas ça à la légère. J'ai dirigé des équipes d'architectes, des urbanistes, des designers. Je reconnais ce regard-là, celui de quelqu'un qui comprend comment le monde devrait être construit. Et ce que j'ai vu dans vos croquis, c'est cette compréhension-là. Vous avez un œil rare, et ce serait un gâchis immense de ne pas lui donner une chance de s'exprimer. » Camille resta silencieuse. Une part d'elle voulait croire à ses mots. Une autre y voyait un piège, une promesse trop belle, trop bien formulée. « Ce que vous avez vu dans mon carnet, dit-elle enfin, c'est tout ce que je n'ai pas pu faire, tout ce que je n'ai pas le luxe d'envisager. » Peut-être, mais si l'on vous ouvrait une porte, est-ce que vous refuseriez d'y entrer uniquement par principe ? Elle eut un rictus. « Vous pensez que tout est aussi simple que ça ? Une porte s'ouvre et soudain tout change ?
Non, mais parfois, on a besoin de quelqu'un pour rappeler qu'elle existe, cette porte. Elle le dévisagea. Il ne semblait pas jouer un rôle. Il avait cette sincérité tranquille des gens qui ne cherchent rien pour eux-mêmes. Cela la troublait davantage que la flatterie. « J'ai une bibliothèque, dit-il soudain. Des livres rares, certains épuisés, d'autres introuvables ailleurs. Des traités, des croquis, des ouvrages techniques. Si jamais vous voulez les consulter, même une seule fois, vous êtes la bienvenue. » Elle recula d'un pas. « Je n'ai pas le temps. Et je ne suis pas venue pour m'instruire. Je suis venue parce que je travaille. Vous comprenez ça au moins ?»« Parfaitement, répondit-il. Elle enfourcha son vélo. Il ne la retint pas. Mais juste avant qu'elle ne passe le portail, sa voix s'éleva à nouveau. « Camille, ce carnet, vous l'avez dessiné pour vous ou pour quelqu'un d'autre ?» Elle s'arrêta sans se retourner. « Pour moi. Parce que c'est le seul endroit où je peux encore rêver. » Puis elle partit. Le soir, chez elle, elle trouva sa mère endormie. Elle posa doucement le repas sur la table, rangea ses affaires, puis découvrit un petit mot coincé sous la porte. Un papier blanc plié en deux sans signature. À l'intérieur, une simple invitation. Une conférence à l'Université de Lyon, organisée par l'École nationale supérieure d'architecture. Sujet, les nouvelles formes d'habitat durable en Europe. Un billet d'entrée glissé avec soin et une mention manuscrite au crayon. Vous pourriez y trouver de quoi rêver plus loin. Elle n'avait parlé de son intérêt pour l'architecture à personne depuis des années. Ce genre d'événement n'était pas pour elle. Et pourtant, elle garda le papier. Elle le glissa dans son carnet, puis passa la soirée à relire ses anciens croquis. Pour la première fois depuis longtemps, elle se surprit à ajouter de nouveaux traits. Le lendemain, elle prit le métro vêtue d'un manteau simple mais propre, ses cheveux relevés en chignon. Elle entra dans l'amphithéâtre de l'université avec la sensation d'être une intruse. Autour d'elle, des étudiants en fin de cycle, des professionnels, des chercheurs. Elle s'assit au fond, loin des regards, et quand les premières images s'affichèrent sur l'écran géant, son cœur se serra. Des plans, des modélisations, des matériaux, un langage qu'elle n'avait jamais cessé de comprendre. À la fin de la conférence, alors que les gens se levaient, elle resta assise. Un mouvement dans la foule attira son regard. Étienne. Il était là, pas sur l'estrade, pas au centre, assis dans un coin discret. Il ne fit aucun geste vers elle. Il attendit simplement qu'elle vienne. Elle descendit lentement les marches, croisa son regard. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» murmura-t-elle. Il répondit, sans détour. « Parce que je veux que vous voyiez ce que j'ai vu dans votre trait. Rien de plus. » Elle hocha la tête, plus troublée qu'elle ne voulait l'admettre. Puis, sans un mot de plus, elle s'en alla. L'amphithéâtre se vida derrière elle. Mais dans son esprit, une nouvelle pièce venait de s'ajouter à la construction invisible de son avenir. Camille rentra chez elle plus tard que d'habitude ce soir-là. Les rues du centre de Lyon s'étaient éclaircies à mesure que la nuit tombait, et son reflet flou dans les vitrines des magasins fermés lui renvoyait une image qu'elle peinait à reconnaître. Ce n'était pas la Camille du quotidien, celle qui pédalait sous la pluie pour quelques euros, celle qui calculait chaque dépense au centime près. Non, celle qui marchait en ce moment dans les rues calmes du centre-ville portait dans le regard une étincelle ancienne, oubliée, quelque chose de proche de l'envie. Elle ne voulait pas l'admettre, mais cette conférence l'avait bouleversée. Pas seulement pour le contenu, riche, accessible malgré sa complexité, mais parce qu'elle s'était sentie à sa place. Pendant 1 heure, elle avait cessé d'être une survivante pour redevenir une aspirante. Étienne ne l'avait pas abordée. Il n'avait même pas essayé. Et cela, paradoxalement, avait fait plus que tous les mots qu'il aurait pu prononcer. Il lui avait donné un espace, un souffle, sans y imposer sa présence. Elle comprenait mieux à présent pourquoi cet homme l'intriguait autant. Il ne s'agissait pas seulement de sa richesse ou de son élégance. C'était sa manière de voir les choses sans chercher à les posséder. Une qualité rare et dangereuse, car elle ne savait pas encore s'il représentait une chance ou un piège soigneusement déguisé. Lorsqu'elle franchit la porte de son immeuble, un mot collé à la boîte aux lettres attira son attention. Une feuille pliée, soigneusement scotchée, son prénom inscrit à la main. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle, déplia le papier. À l'intérieur, une carte d'invitation imprimée sur un papier texturé. Une conférence d'architecture, à nouveau. Mais cette fois, à l'intérieur de l'université même, dans l'une des plus grandes salles de l'école,
National supérieur d'architecture. Un événement privé selon l'inscription. Et au verso, encore une annotation manuscrite. Un jour, vous dessinerez plus que des rêves. Camille sentit un frisson dans le dos. Elle n'avait dit à personne qu'elle était allée à la conférence. Elle n'avait parlé à personne de ses dessins. Étienne, c'était évident. Il était derrière cette nouvelle invitation. Mais pourquoi insistait-il? Pourquoi s'obstinait-il à vouloir réveiller une part d'elle-même qu'elle avait enfermée si profondément? Elle monta les escaliers sans se presser, tourna la clé dans la serrure, entra dans l'appartement silencieux. Sa mère dormait. L'odeur familière de la camomille et des draps propres la rassura un instant. Camille se déchaussa, rangea son manteau, puis s'assit à la table, l'invitation posée devant elle. Elle l'observa longuement, comme on observe un objet incongru, à la fois tentant et menaçant. Une partie d'elle voulait déchirer cette carte, tout arrêter là, rester dans ce qu'elle connaissait, travailler, économiser, soigner sa mère, survivre. Mais une autre voix, plus discrète, lui soufflait que cette opportunité n'était peut-être pas un piège, peut-être était-ce une main tendue, et si elle ne la saisissait pas maintenant, il n'y en aurait pas d'autre. Le jour de la conférence, elle se leva tôt, prépara le petit déjeuner, changea les draps de sa mère, nettoya l'appartement de fond en comble. Elle avait besoin de se sentir utile avant d'oser se sentir légitime ailleurs. Lorsqu'elle partit, elle portait un pantalon noir simple, une chemise blanche légèrement trop grande et une veste qu'elle avait empruntée à une voisine. Le vent était froid, mais sec. Elle prit le métro jusqu'à l'arrêt le plus proche de l'université, puis marcha jusqu'au bâtiment principal. L'accueil fut poli. On ne lui posa pas de questions. Son nom figurait sur la liste des invités. Elle prit place dans la salle, cette fois un peu plus près du centre, assez pour mieux entendre, mais toujours pas au premier rang. Le thème de la conférence était plus technique, axé sur l'intégration de l'écologie dans la rénovation urbaine. Les intervenants parlaient avec passion, et chaque mot, chaque exemple résonnait en elle comme une évidence. Elle comprenait tout. Mieux que cela, elle imaginait déjà comment elle aurait dessiné les projets présentés, comment elle aurait intégré les espaces, réparti les masses, travaillé la lumière. C'était instinctif, naturel, comme respirer. À la fin de la conférence, alors que les invités discutaient en petits groupes, un professeur s'approcha d'elle. Il s'appelait Monsieur Delvaux et avait remarqué son silence attentif. « Vous êtes étudiante ici ?» demanda-t-il. Camille hésita. « Non, je suis juste venue s'écouter. » Il la regarda avec intérêt. « Vous avez l'œil de quelqu'un qui comprend ce qu'il entend. C'est rare chez les visiteurs. Et encore plus chez ceux qui n'ont pas été formés. Vous dessinez ?» Elle acquiesça sans en dire plus. Il lui tendit une carte. « Si un jour vous voulez me montrer ce que vous faites, je serai curieux de voir. » Elle prit la carte, la glissa dans sa poche, puis sortit sans ajouter un mot. Sur le trottoir, elle leva les yeux vers le ciel. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas à sa place dans la rue. Non pas parce qu'elle y était étrangère, mais parce qu'une autre place semblait s'ouvrir ailleurs, tout aussi légitime, peut-être plus proche de ce qu'elle avait toujours voulu être. Elle marcha jusqu'à une petite place déserte, s'assit sur un banc et sortit son carnet. Elle commença à dessiner sans réfléchir, une façade, un toit végétalisé, des fenêtres larges, ouvertes vers un horizon qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Pendant ce temps, Étienne recevait un appel. Son assistante, comme toujours, parlait vite, organisait sa journée. « Monsieur Morel, votre rendez-vous à la mairie est confirmé. Le dossier sur la ZAC de Gerland est prêt. Vous avez aussi reçu une lettre de l'école d'architecture. » Il sourit en entendant cela. « Merci, je m'en occupe. » Il ouvrit l'enveloppe. Une simple note de Monsieur Delvaux. « La jeune femme dont vous m'aviez parlé était bien là, et vous aviez raison. » Étienne regarda par la fenêtre. Il ne savait pas encore ce que cela donnerait. Il ne voulait rien précipiter. Mais il savait qu'un mouvement avait commencé, quelque chose de fragile, mais réel. Le soir, un mot fut glissé sous la porte de Camille. Pas de signature, juste une phrase. Ce n'est pas le rêve qui est inaccessible, c'est l'habitude de ne plus rêver qui nous enchaîne. Et au dos, un plan d'accès à une galerie où se tiendrait, dans 3 jours, une présentation de projets étudiants en architecture. Elle regarda le plan puis le carnet dans ses mains, puis elle sourit. Rien de large, rien d'éclatant,
juste une tension légère au coin des lèvres, comme si un verrou invisible venait de céder. Pas tout à fait, mais assez pour laisser passer un peu de lumière. Le jour de l'exposition arriva et Camille, malgré ses réticences, décida de s'y rendre. Elle avait passé les 2 derniers jours dans une tension constante, tiraillée entre le désir d'avancer et la peur viscérale de ne pas être à sa place. Ce n'était pas seulement la peur du regard des autres, mais celle plus sourde et plus profonde de se voir confrontée à ce qu'elle aurait pu être dans une autre vie, avec d'autres chances. Pourtant, quelque chose en elle la poussait en avant, une force nouvelle, presque irrépressible. Peut-être était-ce la suite logique des événements, ou peut-être était-ce simplement la sensation que cette fois, elle n'avait rien à perdre. Elle arriva à la galerie une quinzaine de minutes après l'ouverture officielle. Le lieu était spacieux, baigné d'une lumière blanche qui mettait en valeur les maquettes, les plans et les croquis suspendus à des panneaux mobiles. L'odeur du papier neuf, du bois découpé et de la colle séchée lui rappela des souvenirs d'enfance, quand elle passait des heures à construire des immeubles miniatures avec des boîtes à chaussures et du carton récupéré. Chaque projet exposé était signé, détaillé, mis en scène. Les étudiants, fiers, expliquèrent leur travail à des petits groupes de visiteurs attentifs. Camille circula entre les allées avec prudence, presque en retrait. Elle observait, notait mentalement les idées, les lignes, les erreurs et les fulgurances. Elle n'avait rien à montrer, mais elle comprenait tout. Chaque angle, chaque élévation, chaque découpe de lumière. C'était comme lire une langue familière, qu'elle n'avait jamais osé parler à voix haute. Certains projets l'impressionnaient, d'autres lui paraissaient maladroits, mais tous témoignaient d'une chose qu'elle n'avait jamais, une place reconnue pour créer. Elle s'apprêtait à partir lorsqu'elle le vit. Étienne. Il discutait avec un professeur, vêtu sobrement comme toujours, mais avec cette élégance discrète qui le faisait toujours remarquer. Il ne la vit pas tout de suite. Ce fut elle qui, la première, détourna les yeux, mais il finit par tourner la tête et leurs regards se croisèrent à travers la salle. Il ne bougea pas. Il n'essaya pas de la rejoindre immédiatement. Il la laissa décider. Camille prit une inspiration, puis s'approcha lentement. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, Étienne interrompit poliment sa conversation, puis la salua, d'un hochement de tête. « Vous êtes venu, dit-il simplement. »« Oui ?» Un silence s'installa, pas inconfortable, mais chargé de non-dits. « Et alors ? Qu'en avez-vous pensé ? C'est un autre monde. Ils ont des outils, des ressources, des soutiens. Moi, je n'ai rien de tout ça. Vous avez l'essentiel, Camille. Le regard, le geste, le feu intérieur. Tout le reste peut s'apprendre. Vous parlez comme si c'était facile. Ce ne l'est pas, mais ce n'est pas impossible, et vous le savez. Sinon, vous ne seriez pas ici. » Elle baissa les yeux, puis releva la tête, soudain plus dure. « Pourquoi vous faites ça? Pourquoi moi? Parce que vous me rappelez ce que j'ai perdu. » La réponse la déstabilisa. Elle s'attendait à une formule vague, à une justification altruiste, mais cette sincérité brute la désarma. « Vous avez tout, l'argent, la carrière, la reconnaissance. Qu'est-ce que vous auriez pu perdre ?» Il sourit, sans joie. L'essentiel, le sens, la passion. Ce qui fait qu'on se lève chaque matin en se disant qu'on sert à quelque chose d'autre qu'à accumuler des contrats. Je l'ai oublié pendant des années. Puis j'ai vu vos dessins. Ce ne sont que des croquis, murmura-t-elle. Non, ce sont des graines, et vous ne les avez pas plantées par hasard. Elle resta silencieuse un moment, puis détourna les yeux vers une maquette. Même si j'y croyais, même si je voulais essayer, comment je ferais? Je n'ai pas le temps, ni l'argent. Ma mère dépend de moi, je travaille tous les jours. Je n'ai pas les moyens d'étudier, c'est vrai, mais vous n'êtes pas seul. Je ne veux pas de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est du respect. Et une envie simple, vous donner une chance, une vraie, pas une faveur, une opportunité. Elle le regarda, longuement sans répondre. Puis d'un geste brusque, elle se détourna et quitta la galerie. Il ne la suivit pas. Il savait qu'elle avait besoin de réfléchir seule. Le lendemain, Camille reçut un message de l'application de livraison. Son compte avait été suspendu pour une erreur technique. Une anomalie dans le système, selon le mail automatique. Elle tenta de contacter le service client, mais aucune réponse claire ne lui fut donnée. Elle insista, envoya des justificatifs, réclama une régularisation. Rien ne venait.
C'était comme si, du jour au lendemain, elle avait été effacée. Elle passa la journée à chercher une solution, à envisager des alternatives, à frapper à la porte d'autres plateformes. Mais sans succès. L'angoisse monta, brutale. Elle pensa à sa mère, aux factures, au frigo presque vide. Et puis, elle pensa à Étienne. Elle refusa de croire qu'il y était pour quelque chose. Ce n'était pas son genre, mais l'ironie de la situation la frappa de plein fouet. Elle avait osé s'approcher de ce monde lointain, et le sien venait de s'effondrer. Le soir, elle resta longtemps assise à la fenêtre, regardant les lumières des appartements en face. Elle se demandait ce qu'elle allait faire. Comment rebondir? Elle se sentait coupée, suspendue entre deux réalités incompatibles. De l'autre côté de la ville, Étienne apprenait la nouvelle. Ce fut son assistant personnel qui, en faisant une vérification de routine sur les comptes partenaires, tomba sur la mention « Suspension technique, litige non résolu ». Étienne demanda des précisions. On lui fournit les détails, et il comprit immédiatement l'impact de cette erreur. Il ne perdit pas de temps. Il appela un contact au sein de la direction de l'application, exigea une enquête, mais il savait que Camille, en cet instant, se battait seule, et cela le révoltait. Il regarda sa montre, attrapa ses clés et sortit dans la nuit. Il savait ce qu'il devait faire. Parce que parfois, pour que quelqu'un puisse traverser une porte, il fallait aller la chercher de l'autre côté. Et il n'était plus question de dessein, ni d'avenir. Il s'agissait de justice, de réparer une faille que le système avait laissé s'installer. Il prit la direction du quartier où vivait Camille. Il n'avait pas de plan, juste une certitude. Il ne pouvait pas rester à distance pendant qu'elle s'effondrait. Pas après ce qu'elle lui avait montré, pas après ce qu'il avait vu. Le vent balayait les rues étroites du quartier populaire où vivait Camille. Étienne, qui n'avait pas mis les pieds dans cette partie de la ville depuis des années, marchait d'un pas décidé mais sans certitude. Il n'était pas là en tant que patron, ni en tant que mécène. Il était là parce qu'il sentait pour la première fois depuis longtemps qu'il pouvait agir de manière juste, sans calcul. La nuit était tombée, et les néons blafards d'un petit supermarché jetaient une lumière pâle sur les trottoirs fissurés. Il demanda son chemin à un jeune homme devant un kiosque à journaux, puis remonta une allée jusqu'à une porte en bois clair dont la peinture s'écaillait par endroits. Il monta lentement les escaliers, cherchant le numéro qu'il avait noté plus tôt. Lorsqu'il frappa, il entendit un léger bruit à l'intérieur, suivi d'un silence tendu. Camille ouvrit la porte à demi, la chaîne de sécurité encore accrochée. Elle porta un regard surpris, presque inquiet, sur l'homme qui se tenait devant elle. « Vous, qu'est-ce que vous faites ici ?»« J'ai appris pour votre compte suspendu. Je suis venu m'assurer que vous allez bien. » Elle referma aussitôt la porte, déverrouilla la chaîne, puis l'ouvrit complètement. Elle portait un pull large et délavé, et ses traits étaient tirés par la fatigue. Il vit dans ses yeux une colère sourde, mais aussi une lueur d'espoir, qu'elle tentait de masquer. « Comment vous avez su ?»« J'ai mes façons, et quelques contacts. »« Vous avez fait ça ? Vous m'avez fait suspendre ?»« Non, jamais, mais j'ai demandé une enquête. Ils corrigeront leur erreur. Cela prendra quelques jours, mais votre compte sera rétabli. En attendant, je vous propose autre chose. » Elle croisa les bras. « Une autre conférence ? Un autre mot glissé sous ma porte ?» Il secoua la tête. « Une place, chez moi, dans mon entreprise. » Elle éclata d'un rire amer. « Vous voulez m'embaucher? Moi? Pour faire quoi? Livrer les cafés? Non, pour apprendre, pour observer, pour contribuer. J'ai une section architecture encore jeune. Vous pourriez y faire un stage. Pas une faveur. Un contrat. Rémunéré. Encadré. Formel. » Camille resta figée. L'information avait besoin de temps pour se frayer un chemin dans son esprit. Elle s'assit lentement sur une chaise près de la porte, les mains sur les genoux. « Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous attendez en retour? » « Rien, si ce n'est que vous preniez cette chance et que vous en fassiez ce que vous voulez. Je ne veux pas vous changer. Je veux juste vous voir dans un endroit où votre talent ne sera pas gaspillé. » Elle leva les yeux vers lui, pleine de défis. « Et si je dis non? Alors je respecterai votre choix, mais je vous demanderai de bien y réfléchir avant. » Elle resta silencieuse quelques secondes. Puis elle se leva, se dirigea vers la cuisine, servit 2 verres d'eau. Elle lui en tendit un sans dire un mot. « Je ne veux pas de charité, Étienne, j'ai trop de fierté pour ça. Ce n'est pas de la charité, c'est un contrat,
avec des conditions, des objectifs, une durée définie. Vous apprendrez, vous apporterez votre regard. Et si ça ne vous convient pas, vous partirez. C'est vous qui décidez. Et si je viens, je bosse avec qui? Il la regarda droit dans les yeux. Avec moi. Elle recula d'un pas, méfiante. C'est justement ce que je veux éviter. Les gens vont parler. Ils vont croire que j'ai eu cette place à cause de vous. Et s'ils parlent, qu'est-ce que ça change? Vous saurez pourquoi vous êtes là, et moi aussi. Elle hésita encore, puis soupira. Je viendrai, mais je veux une chose très claire. Je ne veux pas de relations personnelles. Ce sera strictement professionnel. Il hocha la tête. Très bien. Accordé. Et si vous franchissez cette limite, j'arrête tout. C'est noté. Dans ce cas, je commence quand? Lundi, 9 heures. Vous recevrez un mail avec les documents à signer et le programme de votre première semaine. Et je m'habille comment? Je n'ai pas de tailleur chic. Venez comme vous êtes. Ce que vous avez à offrir n'est pas dans votre armoire. Elle le raccompagna jusqu'à la porte. Avant de partir, il se tourna une dernière fois vers elle. Merci Camille. C'est moi qui décide si je dois vous remercier ou pas. Le week-end passa à une vitesse étrange. Camille oscillait entre nervosité et excitation. Elle ressortit de vieux cahiers, relut ses croquis, consulta des articles sur le monde de l'architecture. Elle n'avait jamais pensé avoir la moindre place dans ce milieu, et pourtant elle s'apprêtait à y entrer. Lundi matin, elle se leva à l'aube, enfila un jean noir et une chemise blanche, attacha ses cheveux en queue de cheval, prit son carnet et se rendit à l'adresse indiquée. Le siège de l'entreprise Morel Immobilier était un bâtiment de verre et d'acier, situé en bordure du Rhône. L'accueil fut poli, professionnel. Une jeune femme lui remit un badge temporaire, l'accompagna jusqu'à un open space baigné de lumière naturelle. On lui désigna un bureau, on lui expliqua le fonctionnement de l'équipe. Tout semblait se dérouler sans accroc, jusqu'à ce qu'on lui annonce quel projet elle allait suivre. Vous serez intégré au groupe C. Le projet est encore en phase de conception. L'architecte responsable travaille en étroite collaboration avec M. Morel. C'est lui qui dirige le groupe. Il intervient directement sur ce chantier. C'est un projet pilote, un modèle de logement mixte dans les faubourgs de Lyon. Camille sentit son estomac se contracter. Elle avait espéré que son intégration se ferait discrètement. Mais non. Elle allait devoir le côtoyer, le voir, travailler sous sa direction. Elle se demanda s'il l'avait fait exprès. Puis elle se souvint de leur accord. Rien de personnel. Elle entra dans la salle de réunion à l'heure prévue. Étienne était déjà là, penché sur une série de plans. Il leva les yeux, l'accueillit d'un simple signe de tête. Aucun mot de trop, aucune allusion. « Camille, installez-vous ici, nous allons commencer par l'étude du terrain. » Elle s'assit, écouta. « Prends des notes. » Elle se força à rester concentrée, à ne pas laisser ses émotions prendre le dessus. Mais au fond d'elle, quelque chose avait déjà commencé à changer. Elle n'était plus en dehors, elle faisait partie, et pour la première fois, elle se demandait si elle pourrait y rester. Les premiers jours au sein de Morel Immobilier furent d'une intensité inattendue pour Camille. Chaque matin, elle arrivait la première dans l'espace de travail lumineux où elle avait été assignée, armée de son carnet, d'un ordinateur portable fourni par l'entreprise et d'une concentration presque féroce. Elle n'avait aucune formation officielle, mais son instinct, sa capacité d'observation et sa volonté d'apprendre faisaient d'elle une stagiaire étonnamment compétente. Très vite, elle comprit les logiques de conception, les contraintes d'urbanisme, les attentes des clients et les subtilités de la présentation de projets. Son regard neuf, franc et sans jargon apportait souvent des perspectives inattendues qui surprenaient agréablement certains membres de l'équipe. Mais ce même regard, combiné à son silence, à sa posture droite et à sa distance prudente avec les autres, attira aussi des soupçons. Dans un environnement professionnel où tout le monde connaissait la réputation d'Étienne Morel, l'arrivée soudaine d'une jeune femme, sans diplôme, intégrée directement dans le groupe dirigé par le patron lui-même, éveilla bien vite les conversations de couloir. Des sourires forcés devinrent des chuchotements. Des questions innocentes virèrent à l'ironie dissimulée. Et derrière les compliments de façade, Camille sentait une tension rampante, un jugement implicite auquel elle n'avait jamais été préparée. Elle tenta d'ignorer. Elle se dit que le travail parlerait pour elle. Mais à mesure que les jours passaient, elle comprenait que les règles non écrites de ce monde n'étaient pas celles du mérite. Il y avait des équilibres de pouvoir,
des alliances tacites, des réseaux silencieux dans lesquels elle n'avait pas de place. Et, bien que personne ne l'ait accusée de quoi que ce soit de frontal, le simple fait qu'elle ait été placée si près du dirigeant suffisait à faire d'elle une cible. Un matin, alors qu'elle arrivait dans la salle de réunion avec quelques minutes d'avance, elle surprit une conversation entre deux collaborateurs dans le couloir adjacent. Elle n'entendit que quelques phrases, mais l'essentiel y était. Elle est futée, la petite. Elle a bien compris que coucher avec le patron, c'est plus rapide qu'un diplôme. Tu crois vraiment qu'il s'intéresserait à elle? Elle sort d'où même? Justement, elle sort de nulle part. C'est toujours celles-là les plus dangereuses. Camille resta figée, le cœur battant dans les tempes. Elle recula, lentement, sans faire de bruit, puis entra dans la pièce comme si de rien n'était. Étienne arriva quelques minutes plus tard, concentré sur le dossier du jour. Il ne remarqua rien, ou fit semblant de ne rien remarquer. Toute la matinée, Camille resta en retrait. Elle parlait peu, notait beaucoup, et son regard fuyant trahissait une tension qu'elle tentait désespérément de contrôler. Ce n'était pas la première fois qu'on la jugeait, mais cette fois c'était différent. Elle s'était battue pour être là. Elle avait cru que ses efforts suffiraient. Et soudain, elle se retrouvait ramenée à un cliché humiliant, réduite à un soupçon sans fondement. À la pause déjeuner, elle monta sur le toit-terrasse réservé aux employés, un espace ouvert avec vue sur la ville. Elle s'assit seule à une table, son sandwich à peine entamé devant elle. Elle serrait les mâchoires, ruminant l'humiliation, la colère, l'injustice. Une voix derrière elle la tira de ses pensées. « Tout va bien ?» C'était Étienne. Elle ne répondit pas. Il s'assit lentement en face d'elle. « Vous semblez ailleurs depuis ce matin. Je suis fatigué, rien de grave. » « Camille, je vous ai dit que je voulais que ce soit professionnel, non? Alors s'il vous plaît, restons-en là. » Il la fixa un instant, mais n'insista pas. « Très bien. Si vous avez besoin de me parler du projet, vous savez où me trouver. » Il se leva, la salua poliment et s'éloigna. L'après-midi, une réunion interne fut organisée pour discuter d'un changement d'orientation dans le projet pilote. Camille, malgré son trouble, proposa une alternative audacieuse, basée sur l'usage partagé des espaces et une meilleure intégration des matériaux locaux. Son idée surprit les architectes présents. Étienne, pourtant connu pour son exigence, valida la direction avec calme, mais à la fin de la réunion, alors que tous rangeaient leurs documents, une voix s'éleva, glaciale, volontairement audible. « C'est bien, les idées sociales. Encore faut-il qu'elles viennent de personnes qui savent ce qu'est le travail. » Le commentaire, lancé par une collaboratrice plus ancienne, fit taire la salle. Camille sentit le rouge lui monter aux joues. Elle se leva brusquement. « Vous insinuez quoi exactement ?»« Rien, je constate simplement qu'on valorise beaucoup ceux qui arrivent sans passer par les étapes habituelles. Je suis peut-être arrivé autrement, mais je suis là, je travaille, et je ne demande rien à personne. Vous devriez peut-être regarder vos propres plans avant de juger ceux des autres. » Le ton était monté. Étienne se leva à son tour. Cela suffit. Mais le mal était fait. Camille récupéra ses affaires et quitta la salle en silence. Elle traversa les couloirs sans regarder personne, descendit les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, puis sortit dans la rue glacée sans savoir exactement où aller. Elle marcha longtemps, sans but. Le froid mordait ses joues, mais elle ne ralentit pas. Elle se sentait trahie, pas seulement par les autres, par elle-même, d'avoir cru un instant qu'elle pouvait appartenir à ce monde. Elle rentra chez elle en fin de journée, vidée. Elle trouva sa mère endormie, le dîner encore chaud sur la table. Elle s'assit dans le noir, incapable d'allumer la lumière. Elle se sentait vide. Le lendemain, elle reçut un mail de la direction. Le projet, auquel elle participait, avait été temporairement suspendu. Étienne se retirait pour une durée indéterminée. Aucune explication donnée. Aucun mot personnel. Camille lut le message 3 fois. Puis, elle le ferma. Et resta longtemps, très longtemps, sans bouger. Les jours qui suivirent furent flous pour Camille. Elle se rendait chaque matin au siège de Morel Immobilier, mais l'espace qu'elle occupait désormais semblait vidé de sa substance. Le projet suspendu n'avait laissé qu'un trou béant dans l'emploi du temps de l'équipe, et les collaborateurs évitaient d'aborder le sujet. Aucun document nouveau, aucune réunion prévue, aucun retour d'Étienne. Il avait tout simplement disparu du paysage. Personne ne savait exactement où il était.
ou alors on prétendait l'ignorer. Camille, elle, sentait que cette absence n'avait rien d'un retrait stratégique. C'était une fuite, silencieuse et déterminée. Au début, elle tenta de garder la tête haute. Elle passait ses journées à archiver les travaux précédents, à classer les plans, à mettre à jour les dossiers numériques. Personne ne lui demanda de le faire, mais elle avait besoin de s'occuper et de ne pas sombrer dans l'inaction. Pourtant, l'atmosphère s'alourdissait autour d'elle. Les regards, autrefois distants mais polis, devenaient fuyants. Le bruit de son arrivée le matin ne provoquait plus les petits saluts d'usage. Elle était là, mais comme une ombre, et cela plus que tout la blessait. Ce n'était pas seulement l'absence d'Étienne qui pesait, c'était ce qu'elle avait découvert dans ce monde professionnel, l'impitoyable logique des rumeurs, la façon dont une parole lâchée sans preuve pouvait contaminer des semaines de travail honnête. Camille avait cru que son implication, sa rigueur, sa discrétion suffiraient à imposer le respect. Elle avait espéré que la qualité parlerait pour elle, mais elle avait sous-estimé la force destructrice du soupçon. Et désormais, avec Étienne parti, elle était redevenue aux yeux de beaucoup ce qu'ils avaient voulu qu'elle soit dès le début, une erreur dans le système. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à rentrer, son téléphone vibra. Une adresse mail anonyme. L'objet, regarde ça. À l'intérieur, plusieurs captures d'écran de conversations internes à l'entreprise, prises depuis un compte collaborateur. On y lisait des messages échangés entre deux membres de l'équipe, dont l'une des architectes principales. Des commentaires moqueurs sur Camille, des insinuations sur sa relation avec Étienne, et surtout, un échange clair montrant une manœuvre destinée à la faire échouer lors de la dernière réunion. Des consignes volontairement floues, un document retiré à la dernière minute, un mot déplacé soufflé au bon moment. Camille sentit un mélange de dégoût et de soulagement. Elle n'avait pas imaginé cette hostilité. Elle avait été piégée. Le lendemain, elle se rendit au siège plus tôt que d'habitude. Elle imprima les documents, les glissa dans une pochette et attendit que la responsable des ressources humaines arrive. La rencontre fut brève. Camille présenta les preuves sans trembler, décrivit la situation, nomma les personnes. La femme, d'abord gênée, comprit vite qu'il s'agissait de faits graves. Elle promit une enquête interne. Camille, elle, ne voulait pas de vengeance. Elle voulait juste rétablir les faits et comprendre pourquoi Étienne était parti sans un mot. Ce fut en fin d'après-midi qu'elle reçut la réponse à cette question de la manière la plus inattendue. Un des assistants administratifs qu'elle avait croisé plusieurs fois lui glissa une enveloppe en main propre, avec un regard complice. À l'intérieur, une lettre manuscrite d'Étienne. Quelques pages écrites avec soin. « Camille, je suis parti parce que je ne pouvais plus ignorer ce qui se passait. Je savais que les rumeurs circulaient, que des tensions montaient. J'ai entendu certaines paroles que vous n'avez peut-être pas entendues. Et j'ai vu la manière dont on vous regardait. J'ai voulu intervenir, mais j'ai compris que ma présence, à ce moment-là, ne ferait qu'aggraver la situation. Que tout ce que je dirais serait perçu comme une défense personnelle, comme une confirmation de ce qu'on vous reprochait. J'ai donc décidé de m'effacer, de vous laisser l'espace pour exister sans mon ombre, mais je n'ai pas cessé de suivre ce qui se passait. Et si vous lisez cette lettre, c'est que vous avez découvert la vérité par vous-même. Vous êtes plus forte que je ne l'ai jamais été. Moi, je me suis souvent tue pour préserver mes intérêts. Vous avez affronté les regards, les rumeurs, la solitude, et vous êtes resté. Je suis à Paris pour quelques semaines. Je prépare une conférence et un projet d'envergure avec la ville. Si vous ressentez le besoin de me parler, de me confronter, de me comprendre, vous savez où me trouver. Mais ne venez que si c'est votre choix. Pas par colère, ni par frustration. Venez si vous en avez envie, si une part de vous pense que ce n'est pas encore fini. Et Camille relut la lettre plusieurs fois. Les mots étaient clairs, directs, écrits sans enjolivure. Elle sentit monter une vague d'émotions, difficile à contenir. Il ne s'était pas dérobé. Il avait agi par lucidité, par respect, et peut-être aussi par peur. Elle se demanda ce qu'elle voulait maintenant. Continuer ici, là où le climat restait vicié malgré les éclaircissements, ou partir chercher une autre réponse ailleurs. Le lendemain matin, elle annonça à la direction qu'elle quittait son poste. Elle expliqua calmement que l'expérience avait été riche, formatrice,
mais que son temps ici était terminé. On tenta de la retenir. On lui proposa de nouveaux projets, une évolution possible, mais elle refusa. Elle avait besoin de comprendre, pas ce que le monde attendait d'elle, mais ce qu'elle attendait du monde. Elle prit un billet de train pour Paris, réserva une chambre modeste près de la gare de Lyon, prépara son carnet, ses quelques affaires, et monta dans le train avec une certitude muette. Ce qui l'attendait là-bas n'était pas une conclusion, mais peut-être enfin un véritable commencement. Le train glissait sur les rails avec une régularité apaisante, chaque vibration se mêlant au rythme sourd du moteur. Camille, assise près de la fenêtre, observait le paysage défiler avec cette concentration absente que l'on adopte lorsqu'on est perdu dans ses pensées. Les champs ouverts, les zones industrielles, les silhouettes de villages, tout semblait flou, presque irréel. Dans son sac, son carnet était soigneusement rangé entre deux chemises cartonnées. Elle n'avait pas dessiné depuis plusieurs jours, mais elle sentait que quelque chose en elle se préparait, une tension créative en dormance, prête à se réveiller au premier choc d'émotion. Ce voyage n'était pas une fuite, c'était une confrontation. Elle allait à la rencontre d'un homme qu'elle n'arrivait ni à oublier ni à définir, Étienne Morel. Elle n'avait pas cherché à le prévenir. Il avait laissé une adresse, un indice, une invitation silencieuse. Mais elle n'était pas certaine de ce qu'elle espérait en allant là-bas. Obtenir des réponses, mettre un point final à une histoire qui avait trop dérivé, ou peut-être, et c'était ce qu'elle redoutait le plus, ouvrir une porte qu'elle n'était pas encore prête à franchir. Ce qu'elle savait, en revanche, c'est qu'elle ne pouvait plus rester à Lyon, paralysée entre ce qu'elle avait vécu et ce qu'elle rêvait de devenir. En arrivant à Paris, elle prit le métro, relut la lettre pour retrouver les indications. Étienne participait à une conférence sur l'innovation urbaine, organisée dans un centre culturel en périphérie. Elle consulta son téléphone, repéra l'adresse et se dirigea sans hésitation vers le lieu. Il faisait froid mais sec. Les rues de la capitale lui parurent étrangement calmes, comme si elles aussi retenaient leur souffle. Le centre était un bâtiment moderne, aux façades de verre et de bois. À l'intérieur, des panneaux explicatifs, des affiches sur des projets urbains, des maquettes, des photographies de rénovations en cours. Camille entra d'un pas hésitant, s'annonça à l'accueil. Une hôtesse souriante lui remit « un badge visiteur ». Elle déambula quelques minutes dans les couloirs, cherchant du regard un visage connu. Lorsqu'elle arriva dans une salle latérale, elle le vit. Étienne se tenait debout devant une grande maquette. Il expliquait un concept à deux interlocuteurs, gestes précis, voix calme. Il semblait parfaitement à l'aise, comme toujours. Mais lorsqu'il tourna la tête et croisa son regard, un instant de flottement se produisit. Il cessa de parler, s'excusa auprès de ses interlocuteurs, puis s'approcha d'elle. « Camille ». Elle hocha simplement la tête. « Tu es venue. Tu as dit que je le pouvais. » Il ne souriait pas. Son regard était grave, attentif. « Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé à Lyon. J'aurais voulu que les choses soient différentes. Tu savais ce qui se disait, tu as entendu, et tu es parti, pour ne pas empirer les choses, pour ne pas te réduire à mon ombre. » Elle prit une inspiration puis parla d'un trait. « Je ne t'en veux pas d'être parti, je t'en veux de ne pas m'avoir dit la vérité. Tu aurais pu me faire confiance. Tu aurais pu me parler, pas me laisser dans le silence avec leurs mensonges. » Il sembla vaciller un instant puis acquiesça. « Tu as raison. J'ai agi par peur. J'ai cru bien faire. Mais je t'ai laissé seul. Et c'était une erreur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu te préoccupes de moi? Tu pourrais être avec n'importe qui. Tu pourrais t'entourer de gens qui te flattent, qui veulent ce que tu as. Alors pourquoi insister autant pour me voir, me pousser, me faire entrer dans un monde auquel je n'appartiens pas? » Il la regarda sans détour. « Parce que tu es la première personne depuis longtemps à ne rien attendre de moi. Et parce que je n'ai jamais vu autant de force dans une faiblesse affichée. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu es simplement toi. Et c'est ce que j'ai de plus précieux dans ma vie en ce moment. » Un silence s'installa. Les mots flottaient entre eux, encore vibrants. « Tu sais que je t'aime, Camille. Je ne te l'ai jamais dit. Mais c'est la vérité. Et ça me fait peur. » Elle resta figée. Elle avait attendu ces mots sans vraiment les désirer, parce qu'ils changeaient tout, parce qu'ils la forçaient à se positionner. « Je t'aime aussi, Étienne.
Mais je ne peux pas te promettre une vie à deux faite d'agendas partagés et de dîners mondains. Je suis encore en train de me chercher. Et toi, tu es déjà installé. Tu sais où tu vas. Je ne sais plus vraiment. Pas depuis que tu es entré dans ma vie. Elle sourit, triste. Alors arrêtons de fuir. Ils restèrent là au milieu des maquettes, des panneaux techniques et des regards furtifs des visiteurs. Deux personnes venues de mondes opposés, réunies dans un espace suspendu. Le lendemain, alors qu'ils prenaient un café dans un petit bistrot près du canal, Camille reçut un mail inattendu. Une réponse à une demande de bourse qu'elle avait faite des mois auparavant, presque par jeu, presque par défi. Le programme d'échange pour jeunes architectes à Montréal l'acceptait. Une année entière dans une école prestigieuse, avec logement, frais de scolarité et aide financière. Elle posa son téléphone sans mots. « Qu'est-ce que c'est » demanda Étienne. « Une chance. »« Une vraie. Je pars pour Montréal, dans 2 semaines. » Il hocha lentement la tête. « Tu dois y aller. »« Je le sais. Mais ça change tout. »« Non, ça change juste l'endroit. Pas ce que je ressens, ni ce que tu portes en toi. Tu ne peux pas m'attendre indéfiniment. Je ne t'attendrai pas, je vivrai. Mais si un jour tu reviens et que tu veux reprendre ce qu'on a commencé, alors je serai là. » Elle serra sa main. Aucune larme, aucune promesse enflammée. Juste un accord silencieux entre deux êtres qui se reconnaissaient dans le mouvement, dans le respect, dans l'élan. 2 semaines plus tard, Camille monta dans l'avion. Son carnet sous le bras, le cœur plein, l'avenir ouvert. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait de l'autre côté de l'océan. Mais elle savait, pour la première fois, qu'elle partait non pas pour fuir, mais pour grandir. Et qu'au bout de cette croissance, peut-être, quelque chose ou quelqu'un l'attendait. Pas comme une fin, mais comme un nouveau départ. Les rues enneigées de Montréal craquaient sous les pas de Camille, emmitouflée dans un manteau trop grand, un bonnet enfoncé jusqu'aux sourcils et une écharpe qui lui mangeait la moitié du visage. Elle avançait dans le froid mordant de la ville étrangère, ses doigts gelés tenant fermement la lanière de son sac. Autour d'elle, les immeubles massifs, les lignes claires, les contrastes architecturaux, tout lui parlait un langage qu'elle avait appris à aimer. Cela faisait maintenant plus de 10 mois qu'elle vivait là, une année presque entière à l'autre bout de l'Atlantique, plongée dans un monde d'idées, de maquettes, de théories, de nuits blanches, à dessiner des formes impossibles. L'intégration au programme n'avait pas été facile. Les premiers mois furent marqués par un isolement silencieux, des soirées passées seules dans la petite chambre universitaire, à lutter contre le doute et l'étrangeté des lieux. Mais peu à peu, Camille s'était imposée, non par sa voix, toujours discrète, mais par ses projets, son regard unique, cette façon de comprendre l'espace sans l'avoir appris dans les livres. Son talent avait trouvé un écho inattendu dans cette ville. Elle avait même gagné un concours étudiant, ce qui lui avait permis d'exposer une maquette dans une galerie locale. Et pourtant, malgré le succès, malgré les perspectives qui s'ouvraient, quelque chose lui manquait. Une part d'elle restait à Lyon, Étienne. Son absence n'était pas une douleur, mais un silence constant. Elle n'avait pas cherché à maintenir un lien régulier. Ils s'étaient reparlé 2 fois au téléphone, échangé quelques mails brefs, jamais plus de quelques lignes. Pas d'engagement, pas de projet à 2. Simplement une reconnaissance mutuelle d'un espace suspendu entre eux, un fil ténu mais indestructible. À l'approche de la fin du programme, Camille reçut plusieurs propositions. Des stages dans des cabinets reconnus, des offres de poursuite d'études à Toronto, Vancouver, voire New York. Elle les considéra sérieusement. Pour la première fois, elle avait le choix. Un vrai. Pas celui dicté par la nécessité ou la survie, mais par le désir. Et dans ce désir, une question revenait, lancinante. Était-elle prête à rentrer? Étienne lui avait dit qu'il ne l'attendrait pas, mais qu'il serait là. Elle savait qu'il ne mentait pas. Il ne lui avait jamais menti. Un matin de février, elle reçut une lettre, une enveloppe Kraft, un tampon de Lyon. À l'intérieur, une photo, un bâtiment moderne, aux lignes simples et élégantes. Un complexe résidentiel. Sur le panneau devant l'entrée, un nom, Résidence Roche. En dessous, une petite plaque gravée, en hommage à celle qui élève l'avenir sans bruit. Pas de message, pas de signature. Mais Camille comprit immédiatement. Étienne avait construit un projet dans son ancien quartier.
et il l'avait nommée du nom de sa mère. Elle se mit à pleurer en silence, accoudée à la fenêtre embuée de son studio. Ce soir-là, elle marcha longtemps à travers la ville. Les lumières de Montréal dansaient dans la neige et ses pensées allaient dans toutes les directions. Étudier ailleurs, recommencer ici, explorer plus loin. Elle avait tout entre les mains. Mais au fond, une évidence grandissait. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était revenir. Pas pour retrouver ce qu'elle avait laissé, mais pour construire quelque chose à partir de ce qu'elle était devenue. Elle prit sa décision, refusa poliment les offres étrangères, envoya un mail à Étienne. « Je rentre. » Pas pour revivre, ça le passait, mais pour voir si on peut construire quelque chose de nouveau. Il ne répondit pas tout de suite. 2 jours passèrent, puis un message simple, sans ponctuation. « Je suis là. » Son retour à Lyon fut discret. Elle ne prévint presque personne. L'avion atterrit un matin gris et la ville lui sembla à la fois familière et étrangère. Elle retrouva sa mère, qui allait mieux grâce à un traitement régulier financé, anonymement depuis plusieurs mois. Camille devina l'origine, mais ne posa pas de questions. Elle marcha jusqu'à l'adresse de la résidence Roche. Le bâtiment se dressait comme un manifeste silencieux. Beau, digne, juste. Devant, des enfants jouaient dans une cour végétalisée. Elle entra, regarda autour. Un gardien la salua, poliment, comme si elle appartenait déjà à ce lieu. Plus tard dans la journée, elle appela Étienne. Il accepta de la voir sans délai. Ils se retrouvèrent dans un café du Vieux-Lyon. Il avait les cheveux légèrement plus gris, le regard toujours aussi profond. Lorsqu'il la vit, il ne dit rien. Elle non plus. Ils se regardèrent simplement, longtemps. Puis, elle prit la parole. « Tu as construit quelque chose d'important. Je voulais que ça ait du sens, et je voulais que tu le saches. Je l'ai su. Dès que j'ai vu la photo, tu as changé. Oui, mais je suis toujours moi. Alors qu'est-ce que tu veux maintenant ?» Elle répondit sans hésiter. « Je veux qu'on construise quelque chose ensemble, pas seulement une relation, un vrai projet, quelque chose qui lie ce que nous sommes, l'architecture, les gens, les quartiers oubliés. Je veux créer un espace où ceux qui n'ont rien peuvent apprendre à bâtir. » Il la regarda, surpris, puis il sourit. Pas un sourire de façade ni de soulagement, un sourire plein, dense. « J'ai déjà un lieu, à Paris, une friche. On pourrait y faire un atelier, un centre de formation, avec des architectes, des bénévoles, un lieu ouvert. On l'appellerait comment ? Ce que tu veux. » Elle réfléchit un instant. « Horizon. Parce que c'est ce que tu m'as offert, sans même t'en rendre compte. Alors faisons-le. » Ils ne se prirent pas la main. Ils ne s'embrassèrent pas. Il n'y avait pas besoin. Entre eux, tout était dit. La suite ne serait pas facile, mais elle serait vraie. Et cette fois, ils allaient la dessiner à 2. Les mois avaient passé depuis le retour de Camille à Lyon, mais quelque chose dans la ville avait changé. Ce n'était pas seulement la météo plus douce, ni le rythme tranquille des passants sur les quais du Rhône. C'était dans l'air, une énergie nouvelle, subtile, mais palpable. Depuis le jour où elle avait proposé à Étienne de construire quelque chose ensemble, une effervescence silencieuse s'était mise en mouvement. Ils s'étaient revus plusieurs fois, toujours dans ce même esprit clair. Il n'y aurait ni précipitation, ni promesse vide. Ce qu'ils voulaient au bâtir n'était pas un couple suspendu à une romance incertaine, mais un projet capable de vivre indépendamment de leurs émotions, quelque chose de durable, utile et profondément enraciné dans leurs histoires respectives. Étienne lui montra le lieu à Paris. Une ancienne imprimerie abandonnée dans le 19e arrondissement, à l'écart des quartiers rénovés, sur un terrain que la ville proposait à la reconversion sociale. L'endroit était brut, avec ses murs tagués, ses vitres cassées, son toit partiellement effondré. Mais Camille y vit immédiatement le potentiel. Elle s'attarda sur les volumes, les puits de lumière à créer, les zones modulables pour les ateliers. Elle dessina sur place, à même le béton, des premiers croquis. Étienne, silencieux, la regardait faire avec cette admiration qu'il n'avait jamais su exprimer autrement qu'en actes. Ils firent appel à des associations locales, à des architectes bénévoles, à des urbanistes engagés. Le projet prit forme sous le nom qu'elle avait choisi, Atelier Horizon. Ce ne serait pas une école classique, mais un espace hybride, ouvert à tous ceux que le système éducatif avait laissés de côté,
Des jeunes déscolarisés, des adultes en reconversion, des mères seules, des migrants. L'idée était simple, apprendre à construire, à imaginer, à transformer un espace. L'architecture comme levier d'émancipation. Étienne utilisa son réseau pour sécuriser des financements, mais il se tint toujours à l'arrière-plan. Il voulait que ce soit Camille qui porte le projet, qui le dirige, qui en fasse son œuvre. La transformation du lieu prit près de 6 mois. Chaque mur fut repensé, chaque pièce réinventée. Camille y passait ses journées, casque sur la tête, carnet sous le bras, dirigeant les travaux, coordonnant les équipes, corrigeant les plans au fur et à mesure. Elle vivait pour ce lieu. Elle y mit tout ce qu'elle avait appris à Montréal, tout ce qu'elle avait ressenti à Lyon, tout ce qu'elle portait depuis l'enfance, sans jamais avoir pu l'exprimer. Lorsqu'elle parlait aux futurs élèves, elle ne le faisait pas depuis une position de supériorité. Elle parlait en égal. Elle connaissait la peur de ne pas être à la hauteur, l'humiliation silencieuse de ne pas avoir de diplôme, le poids du quotidien. Et c'est précisément cela qui rendait ces mots puissants. Étienne, de son côté, venait régulièrement. Il n'intervenait jamais sans raison. Il écoutait, proposait parfois une solution technique, un contact utile. Mais il laissait à Camille l'espace qu'elle avait gagné. Leur relation évoluait dans une douceur nouvelle. Il n'y avait plus de tensions non dites, plus de regards fuyants. Ils n'étaient pas encore un couple officiel, mais ils formaient déjà un duo inébranlable. Leur complicité passait par les gestes simples, un café déposé sur une table, au petit matin, un mot griffonné dans un carnet, une main posée sur une épaule quand le doute revenait. La veille de l'inauguration, Camille resta seule dans l'atelier, assise au centre de la grande salle, entourée des derniers matériaux. Elle regarda autour d'elle. Les murs peints de couleurs claires, les grandes baies vitrées, les étagères pleines de livres d'architecture, les tables en bois brut, les chaises dépareillées mais solides. Tout avait été pensé pour que chaque personne entrant ici se sente légitime. Pas comme un invité temporaire, mais comme un bâtisseur. Elle sortit son carnet, tourna les pages jusqu'à un dessin qu'elle avait fait des mois plus tôt. C'était la façade d'un centre de formation imaginaire. À l'époque, elle l'avait dessiné sans croire qu'un jour, cela pourrait exister. Maintenant, c'était réel. Étienne la rejoignit en silence. Il s'assit près d'elle. « Tu réalises ce que tu as fait ? Pas encore. Peut-être demain. Tu as bâti plus qu'un lieu. Tu as ouvert un chemin. Je l'ai tracé, mais je ne suis pas seul à l'emprunter. » Ils restèrent ainsi, sans parler, jusqu'à ce que la lumière baisse. Le silence, entre eux, n'avait plus rien d'inconfortable. C'était celui des choses accomplies. Le lendemain, l'inauguration eut lieu. Des dizaines de personnes vinrent. Des voisins curieux, des responsables associatifs, des journalistes locaux, des jeunes intéressés par les formations. Camille fit un discours simple. Elle parla de son parcours, de ce qu'elle aurait aimé entendre à 17 ans, de ce qu'elle avait découvert au fil des erreurs et des rencontres. Elle ne chercha pas à impressionner. Elle raconta. Et dans les regards, elle vit des échos, des silences qui en disaient long. Étienne resta en retrait. Il ne monta pas sur scène. Mais, lorsqu'elle termina, il fut le premier à applaudir. Plus tard, alors que les invités s'éparpillaient, un adolescent l'aborda timidement. Il avait environ 15 ans, les épaules voûtées, les mains dans les poches. « Vous croyez vraiment qu'on peut apprendre même si on n'a rien fait de bien avant ?» Elle sourit. « Tu n'as pas besoin d'avoir fait quelque chose de bien pour mériter d'apprendre. Tu as juste besoin de vouloir commencer. » Il acquiesça puis s'éloigna. Camille le suivit des yeux, le cœur serré. C'était pour lui qu'elle avait fait tout ça, pour lui et pour tous les autres. Quand la journée se termina, elle retrouva Étienne dans l'arrière-cour. Il tenait un petit paquet qu'il lui tendit. Un cadeau de fin de chantier. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, un carnet en cuir. Sur la première page, un croquis. Leur atelier, signé de 2 initiales, CR et EM. Elle le regarda émue. « Tu as dessiné ça ?»« Non, on l'a dessiné ensemble. Chaque mur, chaque idée. Tu as commencé, j'ai suivi. Et aujourd'hui, c'est à ton tour de mener. » Camille hocha la tête. Elle n'avait plus peur, plus de doute. Elle savait, désormais, qu'elle appartenait à ce monde et qu'elle avait trouvé sa voie, pas seulement celle de l'architecture, mais celle de la transmission, de l'engagement et d'un amour silencieux, enraciné dans la confiance et le respect. Demain, il recommencerait. Un nouveau projet.
une nouvelle idée. Mais ce soir-là, ils avaient terminé quelque chose, ensemble. Le soleil perçait doucement à travers les larges fenêtres de l'atelier Horizon, projetant des lignes dorées sur le sol en béton poli. Camille, debout près d'un tableau d'affichage, punaisait les derniers documents d'inscription pour les nouveaux arrivants. Chaque fiche, chaque nom, chaque croquis d'élève représentait bien plus que des formalités. C'était la trace tangible d'un rêve en train de se construire, pierre par pierre. Cela faisait désormais plusieurs mois que l'atelier avait ouvert ses portes, et la dynamique qu'il avait engendrée dépassait tout ce qu'elle et Étienne avaient imaginé. Le lieu n'était pas seulement un centre de formation, il était devenu un point de convergence, un espace de rencontre, de transformation, un refuge pour ceux que la ville avait trop souvent laissés à l'écart. Chaque jour, des jeunes franchissaient le seuil de l'atelier, certains timides, d'autres méfiants, beaucoup simplement perdus. Mais tous, sans exception, finissaient par se poser autour d'une table, un crayon à la main, les yeux fixés sur une feuille blanche, prêts à dessiner, à comprendre, à bâtir. Camille les guidait non comme une professeure traditionnelle, mais comme une alliée. Elle n'imposait jamais une solution. Elle ouvrait des possibles, posait des questions, encourageait les doutes. Son approche fondée sur l'écoute, sur la valorisation de l'intuition et de l'expérience personnelle, transformait les participants. Les plus silencieux devenaient moteurs. Les plus instables trouvaient une forme de stabilité dans la rigueur des formes et des structures. Étienne, de son côté, avait réduit ses engagements dans l'entreprise pour consacrer plus de temps à l'atelier. Il gérait l'administration, les relations institutionnelles, les levées de fonds. Il restait dans l'ombre volontairement, laissant toujours la lumière à Camille et aux apprenants. Mais son rôle était essentiel. Grâce à lui, l'atelier recevait désormais des soutiens inattendus. Une fondation européenne d'architecture durable, un mécène discret installé à Bruxelles, une association canadienne qui proposait un programme d'échange avec Montréal. Chaque partenariat était soigneusement négocié pour que le projet garde son indépendance, son identité fondée sur l'accessibilité, l'inclusion et l'engagement local. Un jour, alors qu'il faisait le point sur les demandes d'inscription pour la session suivante, Camille s'arrêta sur un nom. Elle reconnut immédiatement l'adolescente qui l'accompagnait souvent du regard, assise en retrait dans la salle d'études, sans jamais oser participer. Elle avait laissé un dossier presque vide, une lettre de motivation écrite à la main, pleine de fautes, mais d'une sincérité désarmante. Elle y racontait son envie de comprendre comment les bâtiments peuvent changer la vie des gens. Camille, touchée, insista pour la rencontrer en tête-à-tête. L'entretien fut court. L'adolescente parlait peu, mais ses yeux étaient remplis d'images qu'elle n'avait pas encore appris à dessiner. Camille lui tendit un crayon et une feuille. Elle hésita, puis traça une maison. Pas une maison de rêve, une maison de quartier simple, solide. Camille sut à cet instant qu'elle ferait partie de la session suivante. Chaque nouvelle histoire comme celle-ci rappelait à Camille pourquoi elle avait quitté Lyon, pourquoi elle avait choisi de revenir, pourquoi elle avait osé tendre la main à Étienne avec une idée plus grande que leur histoire personnelle. Le projet les dépassait désormais. Il avait pris vie. Il les portait autant qu'il le construisait. Leur relation aussi avait changé. Elle n'était pas faite de gestes spectaculaires, ni de promesses dites à voix haute. Elle existait, dans les silences partagés, dans les décisions prises à deux, dans les regards complices quand un élève réussissait à finaliser une maquette ou lorsqu'une équipe rendait un plan abouti. Ils ne vivaient pas ensemble, pas encore. Chacun gardait son espace, son rythme, mais chaque matin, ils se retrouvaient à l'atelier comme on rejoint un lieu de foi. Ils n'avaient plus besoin de se convaincre. Ils savaient, et cela suffisait. L'amour entre eux s'était ancré dans l'action, dans la constance, dans le respect absolu de l'autre. Il n'était pas figé, mais il était certain. À l'approche de la fin de l'année, ils décidèrent d'organiser une exposition, collective. Chaque apprenant pourrait y présenter son projet, qu'il s'agisse d'une maquette, d'un plan, d'un carnet de croquis ou d'une installation. L'événement serait ouvert au public, aux familles, aux professionnels, aux voisins. Camille supervisa tout, la scénographie, l'ordre d'exposition, les textes explicatifs. Étienne géra les invitations, la logistique, la communication. Le jour de l'ouverture, des dizaines de personnes affluèrent. Il y avait là des mères en larmes devant le travail de leurs enfants, des architectes impressionnés,
des habitants du quartier venus par curiosité. Les murs résonnaient d'émerveillement, de reconnaissance, de fierté. Camille prononça un discours bref comme à son habitude. Elle ne parla pas d'elle, elle parla d'eux, de ceux qui avaient osé franchir la porte de l'atelier sans savoir ce qu'ils y trouveraient. Elle leur rendit hommage en leur nom à tous. À la fin, elle s'approcha d'une grande fresque collaborative où chaque participant avait dessiné un élément du futur. Elle y ajouta une dernière touche. Une petite maison au toit penché, signée de ses initiales et de celles d'Étienne. En dessous, elle écrivit une phrase simple. « Nous avons bâti quelque chose de nôtre, pierre après pierre. » Lorsque les lumières s'éteignirent et que les derniers invités partirent, Camille et Étienne restèrent seuls dans la salle d'exposition. Ils regardèrent les œuvres en silence, puis s'assirent l'un à côté de l'autre, les épaules se frôlant. « Tu te souviens de la première fois qu'on s'est parlé ?» demanda-t-il. « Bien sûr. Tu m'as tendu une serviette et j'ai cru que tu étais fou, et tu l'as quand même accepté. J'avais froid. Mais surtout, j'avais envie, sans le savoir, qu'on me tende enfin quelque chose qui ne soit pas une charge. Tu as fait bien plus que l'accepter. Tu en as fait un toi. » Elle sourit. Pas de nostalgie, pas de regret. Juste une certitude. Le début de cette histoire avait été une livraison. Un simple trajet en vélo sous la pluie. Mais elle avait conduit bien plus loin que prévu. Vers un atelier, vers un avenir partagé, vers une transformation profonde, enracinée dans le courage, l'amour et la construction patiente d'un projet de vie. Et maintenant, tout ne faisait que commencer.